Bonsoir, merci d'être présent pour cette table ronde qui est inscrite dans le cadre du thème Le corps j'adore. Alors avant de laisser la parole à Mélanie Masson de France Bleu Provence qui va assurer la modération de cette table ronde, je voulais juste vous parler des prochains événements. Donc jeudi prochain, dans le cadre du thème toujours le corps, nous aurons la projection du film $1 Million Baby de Clint Eastwood en présence de Raphaël Boitel, qui est une artiste qui est programmée dans un spectacle samedi. Nous aurons la Nuit Liberté, le 25 janvier, la Nuit Liberté. Donc on vous invite tous à venir faire la fête et à danser avec nous. Et puis, alors ça, c'est pas tout à fait dans le thème le corps. On voulait aussi vous informer de la Biennale des Arts Numériques aux Libertés, le Liberté Parallèle. Et donc ça, c'est 3 jours d'événements, d'installations immersives, participatives, là aussi en accès libre, pour tous les publics. Fin janvier, 31 janvier au 2 février ou 3 février, je ne sais plus, Tiffany. Du 30 janvier, vous voyez, j'ai réduit la durée. Du 30 janvier au 3 février. Voilà, je remercie nos invités d'être présents ce soir et donc vous aurez à la fois sur ce thème-là, les limites du corps, des avis scientifiques, philosophiques, artistiques et sportifs. Voilà, on aura fait, je l'espère, le tour de la question. Enfin, sûrement pas, parce que c'est un sujet bien vaste. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci Pascal et bienvenue à tous et à toutes. Merci au Théâtre Liberté de nous inviter, de nous proposer des moments d'échange, parce que ce qu'on vous propose ce soir sur cette table ronde, c'est vraiment de discuter pendant à peu près 40-45 minutes avec nos invités, pour poser un peu les bases, si c'est possible, de poser les bases de cette question déjà très vaste, et puis ensuite de vous donner bien sûr la parole assez rapidement pour échanger avec nos intervenants. Je vais reprendre ce que vous avez peut-être pu lire dans la présentation de cette table ronde et la question « Où sont les limites du corps ?» Ce qui pose d'emblée avec le « où » la question de la spatialisation. Donc, où sont les limites? Sont-elles visibles, invisibles? Comment les définir? Qui est une question qui se croise et qui mêle aussi celle de quelles sont les limites du corps, puisqu'on va évidemment aborder cette question-là. Mais qui est une question assez vaste et assez complexe à définir, d'où l'intérêt d'avoir des points de vue très différents. Et donc peut-être vous présenter effectivement les intervenants qui sont à mes côtés ce soir, et je suis ravie de les accueillir et de vous les présenter. Barbara Formis, donc, qui est docteur en philosophie, maître de conférence en philosophie de l'art, ça c'est important aussi à souligner, département arts plastiques et sciences de l'art à Paris, à la Sorbonne, cofondatrice aussi du laboratoire du geste, et je pense qu'on y reviendra pendant cette table ronde. Vous avez été danseuse, semi-professionnelle, mais il s'agit tout de même de le souligner, dramaturge également. Guillaume Millet, juste ici au bout de la table, physiologiste du sport, professeur à l'université Jean Monnet de Saint-Étienne. Vous avez dirigé pendant 5 ans un groupe de recherche sur la fatigue neuromusculaire. Donc là aussi, on va pouvoir aussi faire des liens entre le corps et l'esprit, évidemment. Vous êtes aussi là pour comprendre et nous aider à comprendre les déterminants physiologiques, mais pas que, de la fatigue, notamment dans le domaine du sport, puisque vous avez fait beaucoup de compétitions, là aussi pas professionnelles, pas sportifs professionnels, mais des sports comme l'ultra trail du Mont Blanc, ce qui est quand même pas rien. À nos côtés également ce soir Thierry Rey, que vous connaissez aussi peut-être, judoka français. Vous avez été champion du monde et champion olympique lors des Jeux paralympiques de 1980. Non, c'est pas... pardon. Ça se voit pas, mais il a un handicap en fait qu'on peut pas tout à fait définir ce soir. Je dis ça parce qu'il est évidemment conseiller spécial pour le comité des Jeux olympiques et paralympiques. Ça c'est bon pour Paris 2024. Et vous avez fait carrière aussi ensuite dans les médias, notamment à Canal+. Et enfin, Orlan, qui est artiste française reconnue dans le monde entier, qui utilise donc quasiment toutes les disciplines, la sculpture, la photographie, la performance, la vidéo, la 3D, la réalité augmentée, j'en passe et des meilleurs. Les biotechnologies également, on va en parler aussi de la bioéthique et de la biotechnologie, la plus observée, commentée sur le web, donc ça c'est important de le dire également, et vous vous interrogez depuis les années 60, entre autres, sur le statut du corps et les pressions, surtout politiques, religieuses, sociales, qui s'y impriment, et donc où sont les limites du corps? Elles sont peut-être bien sûr en nous, mais elles peuvent être aussi dans des domaines... voilà, au-delà de notre propre corps. Juste vous lire
très rapidement, et c'est très court, et je donnerai la parole à nos intervenants, l'extrait du livre 3 de l'éthique de Spinoza, donc qui se demandait que peut un corps, et il y répond, et vous avez simplement la phrase qui vous dit personne n'en sait rien. Ce qui est intéressant, c'est de lire la suite en fait de cette citation. En tout cas, personne ne sait d'avance ce que peut un corps. L'expérience n'a jusqu'ici enseigné à personne ce que, grâce aux seules lois de la nature, le corps peut ou ne peut pas faire, à moins d'être déterminé par l'esprit, car personne jusqu'ici n'a connu la structure du corps assez exactement pour en expliquer toutes les fonctions. Voilà l'intégralité, en tout cas, de cette citation, de ce début de citation, ce qui nous donne déjà une base de réflexion. La première question que je voulais poser à nos intervenants, c'est d'abord ce qu'est le corps, parce qu'on a tous une définition bien différente ici de ce qu'est le corps. Ce qu'est le corps par rapport à leur domaine, de leur discipline. Voilà, comment vous définiriez d'abord, sans parler des limites, et on va y revenir très vite, le corps. Barbara, vous pouvez peut-être commencer, vous êtes à ma gauche, hein, donc c'est raté pour vous. Oui. Donc moi je viens de la philosophie effectivement, et on peut peut-être dresser comme ça un scénario assez classique de ce que est le corps dans la philosophie. Et il est avant tout, selon la citation assez célèbre de Platon dans le Phédon, le tombeau de l'âme. Et en fait, d'ailleurs, cette phrase n'est pas vraiment une citation exacte de Platon, parce qu'il fait en fait un jeu de mots en grec entre soma, qui serait le corps, somatique, etc., et séma, qui signifie tombeau en grec. Et donc, du coup, à partir de là, selon sa vision reliée aussi au mythe de la réincarnation, il pense que effectivement, il y a une âme qui a une certaine vie, et plutôt éternelle en fait, et qui à chaque fois redescend dans des somas, et ces somas sont effectivement les tombeaux temporels de cette âme. Et à partir de là, effectivement, nous avons un peu hérité une vision dualiste, sur laquelle le corps serait ce qui empêcherait l'âme de effectivement exister dans son universalité et son éternité. Et cette vision un peu justement limitante du corps serait émancipée par la pensée. La philosophie nous libérerait du corps, donc il faut absolument ne pas se fier à lui, ne pas se fier aux sensations, ne pas se fier à ce que le corps nous donne à voir, ne pas se fier au désir. Hein. Donc c'est vraiment à partir de là qu'on a une sorte de querelle entre le corps et l'esprit, qui finalement va jusqu'à, on va dire vraiment pour aller vite, jusqu'à Descartes, lequel est lui aussi dualisme d'une autre façon, c'est-à-dire qu'il va dire que l'humanité est à la fois matière pensante et matière aussi, on va dire, sensible, et que cette pensée est la seule vérité qui puisse exister. Donc là, on a tout l'enjeu de la vérité qui revient. Et pour arriver assez rapidement à Spinoza, ce qu'il y a de vraiment unique chez Spinoza, et qui était un grand scandale aussi d'un point de vue de la religion, c'est que Spinoza, finalement, il a justement posé cette question du corps autrement, en disant que finalement, effectivement, nous ne savons pas quelles sont les limites du corps, signifie aussi que si nous ne savons pas quelles sont les limites du corps, alors nous ne pouvons pas dire que l'esprit aurait une quelconque autorité sur lui. C'est-à-dire que on ne peut pas savoir, si nous ne savons pas que peut le corps, en tant que corps, nous ne pouvons pas non plus dire que l'esprit le domine. C'est ça, en fait, sa grande intuition, et que finalement, toute la supposée autorité de l'esprit sur le corps était en réalité une croyance, une illusion, et que nous croyons dans la supériorité de l'esprit, simplement parce que nous ne connaissons pas les lois naturelles et corporelles qui nous déterminent. Et donc on est en réalité asservi, assujetti au corps, et finalement tout ce dualisme est à dépasser. Donc il va partir plutôt sur une vision moniste, c'est-à-dire non pas dualisme mais unique, où le corps et l'esprit, la pensée et la matière sont l'expression de la même chose. Donc vraiment les sortes de
attributs de la même chose. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est quand même un livre d'éthique, donc c'est pas un livre de physiologie ni un livre de religion. Il va dire que c'est exactement lorsque les limites du corps sont connues ou en tout cas à peu près déterminées que nous pouvons nous émanciper. Par quoi? Non pas par l'esprit, mais par la joie. C'est-à-dire le fait d'accepter de façon joyeuse les limites du corps et cette détermination physique de façon tout à fait, dans le bonheur. Et ce bonheur-là est ce qui nous libère. Donc c'est assez extraordinaire. Encore aujourd'hui, les philosophes, on va dire contemporains, qui ont pas mal marqué aussi la pensée contemporaine, comme Deleuze par exemple, viennent complètement un héritage de Spinoza. Et donc la limite effectivement du corps pose la question de la liberté, et on y reviendra aussi, et de la performance et de la résistance. Et là peut-être donner la parole à Thierry Rey. Le corps pour vous, Thierry, dans le domaine plutôt sportif et sport de haut niveau, professionnel, c'est quoi finalement? Bonsoir. Dis donc, il rigole pas, Spinoza. Non, mais, au contraire, il est joyeux. Le corps pour un sportif, c'est avant tout une enveloppe qui lui permet de, tout à fait basiquement, développer une forme d'art. Parce que moi, je suis très pro sport et culture se rejoignent. Je pense qu'après des années d'apprentissage, et le sport, ça se démarre souvent jeune. Vers l'adolescence, on peut avoir une appétence, une envie, une passion pour un sport, et c'est le corps et la manière dont vous décidez de le traiter qui va vous emmener vers une carrière sportive de haut niveau. Alors, il y a un lien effectivement très puissant, je pense dans tous les sports de haut niveau, mais en particulier en judo, sur la manière dont le corps va accepter de se former à des techniques qu'il ne connaît pas. Il y a des choses assez, j'allais dire, basiques sur la manière dont on vit, et on le voit en sport, au football, on a un ballon, on court, on joue, on fait des passes, et après on peut essayer d'apprendre la technicité, mais la manière naturelle dont on traite tout ça, c'est comme aussi la course à pied. Pourquoi quelqu'un court vite? C'est assez inexplicable. Pourquoi on court vite ou pourquoi on ne court pas vite? Moi, j'ai une fois en interview posé cette question à un grand champion qui était incapable, un champion de 100 mètres, qui était incapable de me répondre pourquoi il courait vite. Après, il y a toute la partie technique qu'on va développer avec le corps. Et là, c'est la manière dont on va engranger un savoir, dont on va accepter d'apprendre des positions totalement anachroniques, des positions qui aussi, notamment dans les sports de combat, touchent la douleur, ne serait-ce que quand vous avez 14 ans et que vous commencez à mettre un kimono en toile et que vous allez faire vos premiers stages, quand vous en revenez, vous êtes brûlé de partout, vous avez mal au cou, vous avez mal aux mains, et votre corps doit accepter ça. Donc et plus vous grandissez, plus vous apprenez, plus vous acceptez, plus il faut apprendre à souffrir. Le sport de haut niveau, la souffrance est totalement induite dans la pratique du sport de haut niveau. Et il faut accepter d'aller, c'est un terme que j'utilise assez souvent, d'aller se mettre dans le rouge pour découvrir, pour s'étonner, dans des moments tout à fait spécifiques. Ça peut être de l'entraînement où c'est accepté, c'est-à-dire d'aller chercher des choses où des gens plus forts que vous obligent à accepter cette douleur et donc de subir, mais d'accepter cette souffrance. Ou alors ça peut être dans des moments de compétition où la victoire vous tend les bras et vous êtes en danger et vous allez chercher des choses, que ce soit dans le souffle, dans la technique, dans la décision, dans le placement, dans la force, qui sont générées évidemment par votre corps, toujours sous l'influence
de la manière dont vous décidez de le faire avec votre esprit. Alors pour évidemment s'échapper de ça, il faut répéter, il faut que votre corps répète et répète et répète et répète des milliers de fois pour que les gestes deviennent naturels et que ça fasse partie de votre corps. En judo, on a ce qu'on appelle un spécial, qui est un mouvement tout à fait qui est connu de tous, mais que vous faites et vous gagnez avec ce mouvement. Ça veut dire que au départ, vous ne connaissiez pas ce mouvement, vous avez appris ce mouvement, vous avez adapté ce mouvement et vous l'avez tellement répété que ça devient quelque chose de naturel que le corps va faire. Donc, entre le corps, pour un sportif de haut niveau, c'est une enveloppe qui lui permet de s'exprimer et de libérer une forme de connaissance. Voilà, on y reviendra peut-être. Oui, on y reviendra plus tard. Peut-être pour rester dans le domaine du sport, éventuellement, Guillaume Millet, revenir. Je vous voyais tiquer un petit peu sur. On peut pas expliquer pourquoi un coureur court vite. Peut-être que vous le pouvez peut-être définir très rapidement ce qui est un physiologiste du sport déjà. Voilà, c'est quoi ce métier? La physiologie du sport, c'est simplement le fonctionnement du corps humain. Donc ça, c'est la physiologie et du sport. Donc un corps humain qui pratique un exercice. On dit d'ailleurs plutôt physiologie de l'exercice. C'est un petit peu plus large que le sport parce que l'activité physique, l'exercice, c'est quand on marche dans la rue, quand on fait son jardin, ça c'est de l'exercice, c'est pas du sport. Donc, on dit plutôt physiologie de l'exercice parce que dans notre métier, on s'intéresse pas seulement au sport, on s'intéresse, en fait, de moins en moins au sport, on s'intéresse de plus en plus à l'activité physique en tant qu'un vecteur de santé. Donc, est-ce que vous vous posez en faux, en complément ou en accord avec la définition du corps selon Thierry Rey dans le domaine du sport ou... Alors, c'est vrai que j'ai un peu tiqué sur ce qu'a dit Thierry, pourquoi on court vite, donc moi j'ai quand même une petite idée. Je sais pas si c'est le moment d'en parler. Et puis je m'inscris aussi un petit peu en faux, j'en sais rien. Ou alors j'ai pas compris ce que dit Spinoza. Il faut dire que je suis quand même pas un grand spécialiste de Spinoza. Quand il dit qu'on ne sait pas ce que peut le corps. C'était quelle année Spinoza? Dites-moi. C'était en quelle année Spinoza? En quelle année il est mort Spinoza? 1600. 600 voilà, donc il y a 400 et quelques années. Entre-temps, la On ne science sait pas a fait quand même quelques... On ne sait pas encore. D'accord. Donc on a fait quelques progrès, donc on a une petite idée aussi de ce que peut un corps mais maintenant. Dans 500 ans, ils diront pareil, je pense. Et donc voilà, quand on dit qu'il n'y a pas d'autorité d'esprit sur le corps, on a assez, je pense, d'évidence qui montre que si, justement, on sait maintenant que la limite c'est l'esprit. Alors l'esprit, je ne sais pas si c'est l'esprit, moi je suis pas très vraiment capable de différencier l'esprit du cerveau, donc moi je parle plutôt du cerveau en tant que physiologiste, et la limite elle se situe dans le cerveau plus que dans le corps, à quelques exceptions près, mais on va y revenir quand on parlera des limites sûrement. Donc pour répondre à votre question initiale, pour moi en tant que physiologiste de l'exercice, qu'est-ce qu'un corps? C'est vrai que c'est une question de base mais qui est assez compliquée en fait. Donc moi je dirais que c'est un ensemble de quelques centaines de milliards de cellules qui sont organisées pour nous faire accomplir des choses assez extraordinaires. Je ne sais pas si vous avez conscience de ce que votre corps est capable de faire, mais il est capable de vous faire des choses incroyables. Imaginez-vous, on parle voilà, moi je suis un physiologiste du sport ou de l'exercice, si vous mettez à courir, vous imaginez le nombre de fonctions dont vous avez besoin pour courir 10 km. Il faut commencer par initier le mouvement, donc bien sûr il y a le cerveau, il y a même plusieurs aires du cerveau qui sont impliquées. Ensuite derrière, il faut bien sûr, le cerveau va demander la contraction des muscles des jambes qui vont se mettre en action. Donc il y a la fonction musculaire, entre les deux il y a la fonction nerveuse. Donc, ensuite quand vous allez commencer à courir, faire quelques foulées, bien sûr il faut rester équilibré, donc le cerveau revient dans la danse. Ensuite vous avez besoin bien sûr assez vite de respirer plus fort, donc il y a la fonction respiratoire, la fonction cardiaque. Vous avez besoin d'éliminer, vous avez chaud, enfin surtout à Toulon, un petit peu moins Saint-Étienne, mais donc vous avez besoin d'éliminer la chaleur, donc ça aussi ça demande une fonction particulière. Je parle évidemment pas de tous les sens, etc. Donc c'est quelque chose d'assez complexe. Et notre corps, c'est un outil merveilleux en fait. Donc moi, je suis toujours émerveilleux de voir. Et puis je pourrais vous donner plein d'exemples Alors moi, je m'intéresse surtout au corps humain, hein, donc de ce qu'est capable de faire un corps humain. Voilà. Donc c'est une machine extraordinaire. Et je terminerai en disant une machine extraordinaire dont il faut quand même malgré tout, comme c'est une machine extraordinaire, c'est un peu une Formule 1. Donc une Formule 1, c'est fragile. Et il faut en prendre soin. Alors il faut en prendre soin bien sûr quand on est un athlète de haut niveau pour accomplir des performances. Voilà, si on veut être champion olympique, il faut en prendre soin
tout le temps et en permanence pendant de nombreuses années. Mais il faut en prendre soin aussi quand on n'est pas un sportif et qu'on veut rester simplement en bonne santé. Et ça, ça aussi, c'est quelque chose peut-être sur lequel on reviendra un petit peu plus tard. Vous êtes émerveillé, donc là, vous rejoignez Spinoza. Et la joie, non, pas vraiment. Ils sont tous les deux Vous êtes spinoziste, mais vous le savez pas, Guillaume, jusqu'à ce soir. Je suis spinoziste. Oui, moi. vous l'êtes. Voilà, pour le dire ce soir Après, moi, à votre famille. Je connais pas les remplaçants. Donc, Merci Guillaume. Orlan, également, vous posez cette question donc de la définition du corps dans le domaine plutôt artistique, du coup, là, et des arts vivants et de la performance. Comment vous définirez? Je pense que là, on va être sur une définition tout à fait différente. Alors, moi, je dis, et j'ai fait des œuvres qui s'appellent « Ceci est mon corps, ceci est mon logiciel ». Donc, vous dire si je crois peu en l'âme et peu en l'esprit, et que effectivement, je pense que je suis un corps, tout entière un corps, rien qu'un corps, absolument un corps. Donc, à partir de ça, effectivement, je peux rebondir aussi sur ce que vous avez dit par rapport, vous avez mélangé plusieurs fois la souffrance et à la douleur, et moi je pense qu'effectivement quand on est malade, si on a de l'arthrose, c'est le genou qui a mal, c'est pas vous qui avez mal. La souffrance vient d'imaginer que c'est moi qui ai mal. Si vous juste mettez un peu de distance entre votre genou et vous, ou ce que vous pouvez amener à ce genou en contrepartie dans l'autre plateau de la balance, c'est votre genou qui souffre et c'est votre genou qui a de la douleur et c'est pas vous qui souffrez. Donc ça, c'est vraiment important. Mais il y a une espèce d'hystérie du corps et d'hystérie de la douleur qui fait effectivement qu'il y a souffrance parce que l'on ne pense qu'à ça et on est complètement mimétique par rapport à ça. Donc, moi, dans mon œuvre, en fait, l'idée, c'est que je suis tantôt un corps et que tantôt j'ai un corps. Et je suis tantôt un objet et tantôt un sujet. Et c'est ce va-et-vient. Et j'aime beaucoup ce « et » qui, en fait, me vient d'une leçon du baroque. Le baroque m'a appris beaucoup. Et effectivement, on voit la Sainte Thérèse qui jouit de la flèche de l'ange chez le Bernard dans une extase extatique et érotique. Et effectivement, la religion chrétienne nous apprend à sataniser une des parties et à choisir entre le bien ou le mal. Et effectivement, là, nous avons du « et ». L'extase extatique et érotique. Donc une grande partie de mon travail est là-dessus. Ce que j'entendais aussi dans ce que vous disiez, c'est qu'effectivement une admiration du corps et de ce qu'il peut, de comment il est fabriqué, c'est quand même une assez belle machine, mais c'est une machine pour moi qui est complètement obsolète, qui ne fait plus face à la situation. Que ce soit pour voyager en avion, que ce soit dans beaucoup de situations où nous sommes, où le corps est vraiment en retrait. Par exemple, j'ai appris il n'y a pas très longtemps dans une cure de naturopathie que l'horloge biologique nous demandait de nous lever à 6 heures du matin et de dîner à 6 heures du soir et de se coucher à 8 heures ou à 9 heures, en nous expliquant que chaque organe ensuite se décrasse, se désintoxique, se met en forme pendant toute la nuit. Bien sûr, ceux qui peuvent tenir le coup dans cette situation-là, c'est éventuellement quelques agriculteurs, mais c'était une horloge biologique qui était fabriquée pour l'époque où on n'avait pas d'électricité, où effectivement la seule solution c'était de se lever avec le soleil et de se coucher avec le soleil. Et là, le corps n'a pas suivi. Et il voudrait qu'on le suive. Mais notre manière de vivre actuelle nous rend impossible et nous limite
et l'horloge biologique ne s'adapte pas. Donc, c'est surtout cela que je voulais dire. Moi, dans mon œuvre, en fait, je me suis attaqué au masque de Linné, qui est un masque comme un autre, parce que dans la vie, on n'a rien choisi. On n'a absolument rien choisi, ni la couleur de ses yeux, ni la forme de son nez, ni la longueur de ses jambes, etc. Et on nous apprend, et surtout la religion, qu'il faut s'accepter soi-même. Alors, vous naissez avec un handicap absolument abominable, et tout ça va très bien, c'est magnifique, on est heureux comme ça, c'est obligatoire. Eh bien non, ça fonctionne pas forcément comme ça. Je parle trop, non ? Allez-y, Bon. concluez, Orlan. Oui, je sais plus ce que je voulais dire, mais ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, le corps est effectivement une belle machine obsolète, donc effectivement, tous les efforts de la médecine, de la biologie, des manipulations génétiques, etc., me paraissent vraiment intéressantes pour non pas être du côté du post-humain, mais du côté de l'alter-humain, c'est-à-dire ce que l'humain est capable de fabriquer à partir de son expérience, de la science, de ses idées, et ce qu'on est capable d'inventer. Et effectivement, moi j'ai essayé de me réinventer, de me resculpter moi-même, et de ne pas accepter cette limite du corps où on nous dit que si on touche au corps, le ciel va nous tomber sur la tête. Et effectivement, j'ai touché au corps, et le ciel ne m'est pas tombé sur la tête. Je vais arrêter pour qu'on puisse échanger. Merci. Alors, oui, vous voulez réagir, Guillaume, allez-y. Oui. Vous avez pris le jus, c'est Orlan, c'est le corps électrique. est pas si... C'est ça. C'est ça, en fait. On n'est pas, voilà. Non, je voulais juste rebondir sur le fait sur ce que vous avez dit en disant le corps est obsolète. Donc, c'est une belle machine, mais elle est obsolète. Et vous avez pris comme exemple le fait les changements des conditions de vie. Effectivement, on sait maintenant qu'on dort 2 heures de moins qu'il y a un siècle, avec des conséquences. Alors, peut-être que vous en avez pas complètement conscience d'ailleurs, mais vous fonctionnez à 80% en gros de vos capacités parce que vous dormez pas assez. On est tous en déficit chronique de sommeil. Mais ce qu'il faut bien garder à l'esprit quand on parle de ça, de l'évolution, en disant le corps est obsolète, c'est que le corps, il a évolué pendant plusieurs millions d'années. Et là, on parle de 100 ans. C'est-à-dire qu'en pourcentage de l'évolution du corps humain, on parle de 0,05% de l'histoire de l'homme. Donc de l'humain. Donc ce serait complètement de l'homme avec un grand H. Ça n'existe pas, il n'y a pas de femme avec un grand H. On parlera de féminisme aussi, vous inquiétez pas. Voilà. Mesdames, allez-y, lâchez-vous. Okay. Allez-y, Guillaume, allez-y. Et donc, de l'homme avec un grand H ou de l'humain, si vous voulez. Si vous... D'accord. Du coup, je sais plus ce que je disais, peu importe. Que l'évolution... Donc je disais que oui, on a une évolution qui est extrêmement rapide et même chose au niveau de là j'ai pris l'exemple du sommeil, mais même chose au niveau de la sédentarité. C'est-à-dire pendant des millions d'années, l'homme a été actif et on voudrait que depuis 50 ans qu'il est sédentaire, on voudrait que le corps s'adapte comme ça. Non, c'est impossible. Donc il est obsolète pendant peut-être quelques centaines de milliers d'années et ensuite il va s'adapter. Il faut juste lui laisser un peu de temps. Voilà. Orlan, je crois qu'il s'adaptera jamais à l'endroit où on en est. Vraiment, on n'est pas prêt, ni psychologiquement, ni physiquement, à faire face au changement de société dans lequel on est. Alors, sur la question... Oui, vous voulez aussi réagir ? Bon, bah, écoutez, allez-y, moi je vais y aller. Manger un bout. Je voulais juste dire Allez-y, une chose. Cette idée que le corps est une machine, personnellement, je trouve un peu, limitant, justement. C'est-à-dire, j'aurais envie de dire que le corps est un organisme et pas une machine, parce que si on pense le corps comme une machine, ça veut dire qu'il est instrumentalisable, et instrumentalisé, c'est une sorte de chose qu'il faut qu'elle fonctionne pour qu'on fasse autre chose. Alors que si on le prend comme un organisme, avec toutes les facettes et les myriades de différentes possibilités qu'il a, ben, ça change déjà. C'est-à-dire on l'instrumentalise moins et on peut le mettre au centre de quelque chose qui est un peu moins mécanique et beaucoup plus, je sais pas. Voilà. Oui, c'est une machine organique qui est fabriquée dans de la chair. Et effectivement, on est très différent des robots parce qu'effectivement, le robot n'est pas fabriqué dans la chair. Donc c'est la chair qui change tout. Mais c'est un matériau comme un autre.
Alors, c'est peut-être un matériau comme un autre, mais ça dépend de chaque individu, de la manière dont il va le travailler, dont il va avoir envie de le travailler, dont il va avoir les moyens de le travailler, et quels outils on va lui donner. En sport, comme dans l'hygiène de vie, je pense que c'est aussi la manière dont on vit avec cet organisme. Est-ce qu'on en fait un organisme et quels outils on a pour le nourrir au sens vrai du terme. Qu'est-ce qu'on se fait? En fait, pour moi, le corps, et là je parle même pas de sport. Le corps, pour moi, on est des filtres. On est des filtres. On prend de l'air, on le respire, on le ressort. On prend de la bouffe, on la mange, on la sort. Les liquides, c'est pareil, et on est des filtres. On est des filtres aussi, peut-être du côté de l'esprit, à sentiment, en fonction d'une forme de culture. Et quand on parlait d'esprit et que vous disiez cerveau, le cerveau, c'est aussi un morceau du corps. Donc c'est pas pareil que l'esprit. Donc ce corps, c'est quels outils on lui donne et quelle est l'avancée du siècle ou du moment dans lequel on vit. Parce que quand vous dites que le corps est obsolète, aujourd'hui le corps il est quand même moins obsolète quand on fait un voyage en avion pour faire une compétition en allant à Tokyo parce qu'on sait qu'il faut 1 heure de récupération par jour pour être en forme, donc au bout de 8 jours, alors que au XVe siècle, on mourait quand on avait une grippe, quoi. Donc on n'est pas du tout dans les mêmes phases de vécu avec sa propre enveloppe. Et les outils qu'on a développés, notamment de manière médicale et puis au sens démocratique du terme, en fonction des cultures et de l'endroit où on vit dans le monde, le corps ne vit pas de la même manière. Alors je ne parle même pas des températures, je parle de la manière dont on traite le corps, dont on regarde le corps, dont on habille le corps et dans la manière dont il peut se nourrir. Et la manière dont il peut être limité, et selon les époques aussi. Alors, on va pas faire une historiographie des limites du corps, parce que ça prendrait évidemment des années, mais peut-être quelques limites comme ça, et puis réagir aussi là-dessus. Alors, les limites du corps, ça peut être effectivement la fatigue, on en a parlé, vous l'étudiez, Guillaume. L'absence de joie, voilà, je reviens aussi chez Spinoza, parce que le corps n'est pas forcément en mouvement quand on est dans le cadre d'une dépression, par exemple. Là, on est limité, il n'est pas en mouvement comme il pourrait l'être habituellement. La frustration, la question du désir aussi. La limite, ça peut être le choix, la maladie, les pressions extérieures, qu'elles soient religieuses, politiques, étatiques, la faim et la mort. Bien sûr, on arrive à une limite qui est finale, la limite du corps étant la fin de notre corps, et après, peu importe les questions religieuses autour de ça, mais bien sûr. Effectivement, je voulais dire que la principale limite était la mort, et c'est pour ça que dans mon œuvre, j'ai fait ce que vous avez peut-être vu dans le hall puisque ça a été exposé, une pétition contre la mort. Parce que c'est en même temps. On peut la signer encore ou pas? Non, on peut plus la signer. Ah oui, il faut absolument signer. Si, vous pouvez signer sur mon site orlan.net. Et effectivement, c'est de l'inconvénient d'être né. C'est qu'on va mourir. Et petit précis de décomposition, je vous conseille de lire Sioran. Donc, mon œuvre a essayé de sortir du cadre et de ce cadre. Enfin, toute ma vie, j'ai essayé de sortir du cadre. Et ce cadre qu'on nous a vraiment inculqué, où on nous dit, vous devez accepter, c'est comme ça. C'est inacceptable. C'est vraiment inacceptable parce que vous savez que quand même, il y a d'autres corps comme le corps des baleines qui vit 300, qui peut, certaines espèces, vivre 320 ans. C'est quand même énorme. Les séquoias géants, 3000 à 4500 ans. La tortue, 200. Les homards aussi. Nous, c'est absolument incroyable. On est quand même mieux qu'une baleine qui est là pendant 300 ans en train d'avaler du plancton. Moi, écoute, si on me donne 300 ans, je suis sûr que je vais faire des œuvres extraordinaires. Ah mais je veux pas être une baleine, ça c'est clair. Mais je voudrais bien être hybridé pour lui attraper effectivement son horloge qui fait qu'elle est capable de vivre autant de temps. Ou je veux bien être hybridé avec un séquoia géant. Donc, il y a une injustice totale grave que l'on subit, que l'on accepte. Et vraiment, la vie est un serial killer vraiment dégueulasse, quoi. Avec une torture absolument abominable. La plupart des gens, pour mourir,
agonisent, se rendent bien compte qu'ils vont mourir et vraiment ont de la douleur et en souffrent. Donc c'est vraiment dégueulasse, quoi. Il faut lire le livre de Laurent Alexandre qui s'appelle La mort de la mort. En fait, jusqu'à présent, on pouvait même pas l'imaginer. Mais il y a plein de choses qu'on peut pas imaginer. Moi, quand j'étais gamine, je pouvais pas imaginer l'androïne que j'ai dans la poche. J'en avais aucune dans mon imaginaire, ça ne pouvait pas fonctionner. Et là, c'est pareil, on peut pas imaginer qu'effectivement, on peut ne pas mourir. Mais le simple fait d'y penser, en fait, nous donne d'autres paradigmes, d'autres manières d'aborder ce que nous sommes et ce que sont les autres autour de nous. Est-ce que vous avez envie que vos parents, que vos enfants, que vos amis meurent? Est-ce que vous avez envie de mourir? Certains, oui, a dit Il est impeccablement formaté, Ça fait grave. pas- Non, c'est Il est c'est la impeccablement nature. formaté. Il y a C'est de pas la format. nature. Si, c'est la nature. Non, C'est la induit nature- dans la vie. Mais non, la nature C'est avant induit dans la vie. faisait mourir les femmes en couche très jeunes. Tous les gens qui avaient une grippe ou autre chose, on n'avait pas d'antibiotiques, donc mouraient d'une infection. Donc c'était la nature. Mais il est possible, justement, nous, d'imaginer des choses qui vont restructurer la nature d'une autre manière pour effectivement nous augmenter et nous laisser vivre un peu plus de temps tranquillement. La science, en tout cas, est sur bien des domaines, effectivement, en train de travailler là-dessus. On pourrait parler et on l'abordera peut-être avec vous, de bioéthique, et c'est la question. Peut-être Alors, Guillaume, et de génétique, évidemment. Ouais. Guillaume, vous voulez réagir? Oui, je voulais réagir parce que moi, je veux bien signer votre pétition. Effectivement, je suis assez d'accord avec vous. Orlan.eu. Voilà. Bon, vous m'y ferez juste penser à la fin, pas que j'oublie. Mais par contre, je suis pas sûr de vivre assez longtemps pour effectivement voir la disparition de la mort. Donc, je vais plutôt me concentrer, moi, à ma petite échelle. À ma petite échelle, je vais plutôt me concentrer sur les choses qu'on peut faire éventuellement pour. Alors, je pense que je vais mourir un jour. J'espère me tromper. J'espère que vous avez raison. Mais j'espère surtout que je vais pas agoniser comme vous disiez. Et donc là, sur un point sur lequel on est d'accord, c'est qu'il n'y a pas de fatalité. Et vous avez raison de dire qu'il n'y a pas de fatalité. Et pour reprendre des exemples plus terre à terre et concrets, il y a effectivement trop de gens qui considèrent qu'il y a des fatalités. Par exemple, pour parler de mon domaine de recherche, de dire que quand on a un cancer, on est fatigué, c'est normal. C'est normal, on est malade, on est fatigué. Ben moi, je crois qu'il n'y a pas de fatalité. Et là, on parle du corps et on est des scientifiques du mouvement. Le mouvement, l'activité physique, est un médicament miracle pour beaucoup de choses. La vieillesse, c'est pareil. On dit que oui, c'est normal, je suis vieux, c'est normal qu'à un moment donné, je devienne complètement dépendant, etc. Bah oui, à un moment donné, peut-être ça va arriver, mais pourquoi accepter ça? Et il y a aussi des choses qu'on peut faire, Alors pourquoi bouger et donc ne pas accepter Pourquoi on est d'être fatigué dépendant. Ouais, juste Guillaume, pourquoi on Non, est mais pardon, fatigué mais- finalement? Ah ouais, mais Juste c'est déjà- voilà. vous Moi, qui étudiez la fatigue, pourquoi on est fatigué? alors pourquoi on est fatigué? Alors ça dépend de quelle fatigue on parle. Et Mais aussi intéressant, la remarque, et ça revient au sport de haut niveau, c'est aussi sur la décision, ce que tu évoques ou ce que vous évoquiez, professeur. Non, c'est aussi du domaine de la décision et de la motivation et de la manière dont on appréhende son rapport à soi-même. Moi, moi j'ai un père de 86 ans, il est plus sportif que moi, c'est un barge. Parce qu'il veut vivre, parce qu'il aime ça, parce qu'il faut qu'il bouge, parce qu'il jardine, il travaille encore, il vend du champagne et tout. Le mec, il n'arrête pas, on est tous éberlués, parce qu'il a besoin pour son corps d'aller promener son chien, son truc. Et il vit, et il est heureux avec ça. Il a le sentiment de s'entretenir, d'être épanoui. Et ça passe par une décision de l'esprit. Oui, c'est une motivation. C'est comme d'aller chercher quelque chose. Souvent, c'est un peu comme quand on commence le sport, à quelque niveau que ce soit. C'est avéré aujourd'hui que la manière dont on vit avec son corps, donc la pratique, je ne parle pas de faire de sport du haut niveau, hein, je parle juste de marcher, de se mouvoir, c'est quelque chose qui est sain pour son corps qui réclame. Notre corps, il réclame de bouger. Et donc, quand on est aujourd'hui, les outils qu'on a tous, vous le savez, on est devant ces putains d'ordinateurs à taper toute la journée, on se demande comment on faisait avant et le nombre de lettres que tapaient les secrétaires féminines. C'était des femmes, c'est pas de ma faute. Mais tout ça pour dire que aujourd'hui, la manière dont on va vivre avec notre corps et jusqu'où on peut aller,
c'est une décision personnelle avec soi-même, parce qu'on sait que, et les études le prouvent tous les jours, et donc ces choses, elles sont avérées, et il suffit de les regarder, de décider de se prendre en main, et de se prendre en main de manière assez basique. On ne vous demande pas de faire du sport de haut niveau, on demande juste aux gens d'aller prendre de l'air et de mettre notre truffe au vent. Barbara. Oui, mais Barbara, vous en parlez que d'une manière physique. Il faut absolument avoir une passion. Il faut avoir quelque chose à faire. Il faut se renouveler pour se donner un but qui fait finalement entraîne le corps à faire des tas de choses, dont marcher et autre chose. Oui, moi j'avais envie de dire, comme ça, pour faire la provocation, que cette histoire. Alors, je suis d'accord avec toi, Orlan. C'est terrible, c'est-à-dire qu'on naît, et que finalement on meurt et que notre vie est courte, parce qu'elle est extrêmement courte, c'est terrible. Mais en même temps, ça signifie qu'on le voit que d'un point de vue individualiste, c'est-à-dire c'est moi, ma vie, et c'est moi qui va mourir. Et ça fait chier, c'est-à-dire c'est horrible, et les gens autour de soi. Mais en réalité, c'est-à-dire que pourquoi une vie courte doit-elle avoir moins de sens qu'une vie de 300 ans? Pourquoi ça doit être moi qui ne va pas mourir parce que je veux vivre? C'est-à-dire en quoi cette question de la mort est-elle si terrible? C'est-à-dire, je comprends qu'elle est terrible, mais en quoi? Qu'est-ce qu'elle nous renvoie? Elle nous renvoie à notre ego, c'est-à-dire le fait que nous sommes quand même des individus, et cette idée de l'individualité peut être aussi une limite même du corps. Et donc ça, c'était la première chose. Et l'autre chose, c'était que c'est lié, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de injonction, je trouve, dans notre société, pas seulement dans la nôtre, à il faut faire plus, il faut faire mieux, l'endurance, etc. C'est bien, effectivement, parce qu'il y a un entretien et il y a aussi quelque chose qui doit se passer au niveau de ce que Foucault appelait le souci de soi, c'est-à-dire effectivement de se prendre en charge. Mais en même temps, cette volonté de vouloir faire plus peut aussi nous amener là où notre identité, où en réalité nous ne voudrions pas vraiment aller, et que cette injonction-là n'est pas une injonction justement c'est une injonction et c'est pas forcément un véritable désir. Et concernant la fatigue, j'ai répondu, ça m'est venu à l'esprit un chapitre dans L'être et le néant de Jean-Paul Sartre, et le chapitre s'appelle La liberté, dans lequel il raconte une sorte de randonnée à la montagne avec un grand sac. Il était avec un groupe de gens. Bon, déjà, Sartre, au niveau du corps, c'était vraiment le pire des philosophes. C'était celui qui vraiment se prenait pas soin du corps, mais en même temps, c'était un grand gourmand. Donc, il y avait une sorte de double rapport avec son corps. Mais en fait, il parle de cette randonnée. Et il dit, à un certain moment, vraiment, voilà, c'était la fatigue. Et à un certain moment, je n'en pouvais plus. Et j'ai continué. À un certain moment, j'ai dit, mais non, j'ai lâché mon sac sur le côté du chemin. Je me suis abattue par terre. J'ai dit, je peux plus marcher. Et j'ai atteint mes limites. Et il dit une phrase, c'est, j'aurais pu continuer, mais à quel prix? Et en fait, à partir de là, il enchaîne sur la question de la liberté. C'est-à-dire que la liberté, c'est aussi ne pas faire. De dire stop, j'arrête là. Voilà, ne pas être dans l'activité, quoi. Guillaume ? Non, je voudrais juste rebondir sur ce que... Après, on pourra reparler de la fatigue éventuellement, si ça vous intéresse, mais en disant, on peut toujours... comme si on nous faisait passer pour des gens qui voulaient systématiquement améliorer la performance, etc. Non, tout simplement, nous, si on est des avocats assez motivés de l'activité physique et du mouvement, c'est pas seulement pour la performance. Moi, il se trouve que j'aime la performance, mais à la limite, j'ai des collègues qui se fichent éperdument de la performance. Le mouvement, c'est simplement pour avoir une meilleure qualité de vie. C'est pas pour faire mieux. C'est juste pour être mieux. Avoir moins mal, avoir moins de douleur. On sait que quand on est actif, on a moins de douleur et donc on vit mieux. Donc, au-delà de dire combien d'années je vais vivre, c'est combien d'années je vais vivre en étant bien. En bonne santé. Oui, mais il y a deux solutions, effectivement. Ou on fait rien physiquement
Et puis on est gourmand et gourmet, on mange beaucoup, on boit beaucoup, Mais l'un n'empêche pas et l'autre. on Hein. fume et je L'un ne sais n'empêche pas quoi. l'autre. Et effectivement, on va mourir plus vite, mais en fait, avec tellement de plaisir tout le temps, alors que Ah non, mais sinon, on va peut être faire les deux. contraint Hein. On peut à faire les peu deux. manger, à marcher beaucoup, etc. Et à se contraindre à plein de choses qui ne font pas jouir. Ah non, je suis pas d'accord parce qu'on peut tout C'est à la fait. Bah là, vérité. on était ensemble dans la loge. Je suis pas sûr d'avoir craché sur un verre de vin rouge et une bière. Et ça C'est vrai, m'empêche pas d'avoir c'est fait, vrai, ça m'empêche c'est pas vrai, d'avoir fait hein, un c'est- footing, d'avoir Merci fait un le théâtre footing ce liberté. matin. Hein, c'est super. Donc c'est pas pour moi. Moi, il y a une Pourquoi chose- vouloir opposer cet ascétisme des sportifs qui va souvent en disant qu'ils sont un peu bonnets avec la jouissance des intellectuels. Pour moi, on peut tout à fait faire les deux. J'ai surtout pas dit que j'étais un intellectuel, hein, parce que mais c'est vrai. J'ai l'impression que vous opposez un peu de façon caricaturale les deux, et je suis pas d'accord. On peut faire les Non. deux. Moi, je pense que j'allais dire un gros mot, le bonheur, c'est pas choisir entre aller boire une bière ou aller courir. C'est aller courir après boire une bière avec des copains. Pour moi, c'est ça la définition du bonheur. Dans ce sens-là, c'est mieux. Là, je suis d'accord avec vous, puisqu'il y a du et, je suis d'accord. Mais je voudrais embrayer sur quelque chose que vous avez dit tout à l'heure. Vous avez dit que nous étions des filtres. Moi, je voudrais insister sur quelque chose qu'on n'a pas effleuré. Et en fait, nous sommes avant tout des véhicules. Nous portons sur nous des squatteurs de toutes sortes, des étrangers qui en même temps nous fabriquent, sont en symbiose avec nous. Et c'est, je veux dire, les bactéries, notre microbiote, notre microbiome, etc. Et nous avons des milliards, on pourrait dire, d'insectes, de trucs sur nous qui nous fabriquent et qui, justement, fabriquent nos humeurs, nos pensées et nos envies. Par exemple, on m'a prouvé encore dans cette cure de naturopathie qu'effectivement, si on se lavait l'intestin L'adresse. oui, je peux la donner. Je voudrais bien que tout le monde en profite. Et si on se nettoie l'intestin complètement et qu'ensuite on ne mange que des légumes crus, je peux vous assurer que ça peut être très très bon. Hein, c'était Cuit à la vapeur, gastronomique. ça marche pas. Non, Oh, merde. cru. Et alors, ça fabrique un autre microbiote qui est tout à fait différent de celui que vous aviez. Et ce qui est intéressant, c'est que ce microbiote réclame de là où il vient, c'est-à-dire réclame des légumes, réclame du cru, réclame de manger léger. Par contre, si vous avez un microbiote qui est fabriqué par toute autre chose, par du sucre, par etc., ce n'est pas votre tête qui va vous demander de manger du sucre, c'est votre ventre, c'est votre microbiote qui va dire s'il vous plaît, moi j'ai faim, je voudrais absolument mon sucre. Donc vous voyez, ça se tient quoi cette histoire, ça se fabrique et ça se refabrique et ça se retransforme et on peut le faire. J'aimerais qu'on aborde deux points, peut-être on a encore 5-10 minutes avant de vous donner la parole. D'abord, parce qu'on a parlé des limites plutôt extérieures à notre propre corps, on a abordé plein de sujets là. Peut-être sur la question de l'autocensure, en quoi nous limitons nous-mêmes parfois. Alors, je vous donne un exemple très simple, en voyant que ce soit un sportif ou un artiste, hein, parce qu'on va parler aussi, du corps dans l'art, bien sûr, un danseur. L'exemple d'Olivier Dubois, que vous connaissez peut-être, qui est danseur, qui a pas du tout un physique de danseur. Et il est assez gras, on peut dire ça comme ça. Il n'a pas effectivement le physique stéréotypé du danseur. On pourrait se dire, en étant comme ça, moi je ne serai jamais danseur. Donc on se met nous-mêmes des propres limites en disant que notre corps effectivement ne peut pas rentrer dans le cadre, puisqu'on parlait de cadre aussi avec vous Orlan, dans ce qu'il est. Peut-être réagir là-dessus. En quoi on peut s'auto-censurer, Barbara? Est-ce que l'esprit auto-censure notre propre corps? Est-ce que l'autocensure, pour vous, les propres limites qu'on se met à notre corps existent-elles et si oui, pourquoi et comment? Oui, je pense que Orlan sûrement aura des choses à dire plus précises que moi sur la question de l'autocensure, mais c'est vrai que je suis persuadée que l'ennemi premier du corps, c'est l'image. C'est-à-dire que pas seulement l'image du corps, c'est-à-dire ce que le corps donne dans son apparence, mais aussi le fait que nous apprenons le corps à partir du visible. Et donc, nous oublions souvent que les sensations les plus importantes qu'il y a dans le corps ne sont pas du tout visibles. C'est-à-dire, c'est l'odorat, c'est le goût, c'est le tactile. Et souvent, même, on oublie que le visible arrive après.
C'est-à-dire que c'est même quand on voit quelque chose, on touche avec ses yeux. C'est-à-dire on a déjà la sensation du tactile. Ça, c'est Merleau-Ponty qui en parle très bien dans la phénoménologie de la perception et d'autres textes, où vraiment le tangible est ce qui ne peut pas se voir, mais qui, en réalité, fonde le visible. Et donc là, je pense que la censure première, elle vient justement du fait que nous ne exploitons pas suffisamment les autres sens, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas de l'ordre de l'œil, quoi. Alors, avant de parler de l'autocensure, je pense qu'il faut parler de la censure, parce que ça, c'est vraiment une des limites par rapport au corps, à la représentation du corps et de ce qu'on fait avec son corps. La censure est terrible et revient de plus en plus. Vous savez, comme tout le monde, que effectivement, dès qu'il y a un sein sur Facebook, vraiment, il est flouté. S'il y a un nu qui apparaît, c'est vraiment l'horreur. On ferme complètement le blog. Moi, j'ai fait une œuvre qui s'appelle L'origine de la guerre et qui est le pendant de l'origine du monde, c'est-à-dire que c'est un homme qui pose dans la même position que l'origine du monde, c'est-à-dire, je ne sais pas si vous avez le tableau en tête, on a fait, c'est le tableau le plus horrible qui soit et que je connaisse. À cette femme, on lui a coupé la tête, les bras et les jambes. C'est littéralement ce qu'on fait habituellement aux femmes en général pour garder que l'organe reproducteur et le sexe. Mais là, moi, je me suis dit, bon, puisqu'on a fait ça à une femme, il n'y a pas de raison de voir ce qui se passe, de pas voir ce qui se passe quand c'est un homme. Donc, je l'ai fait avec un homme. Mais effectivement, si vous mettez cette image sur votre blog, il y a de fortes chances qu'il soit fermé. Donc, ce qui est terrible en ce qui concerne, on est dans le théâtre de la liberté, ça c'est un mot qui m'intéresse vraiment beaucoup, parce qu'effectivement, on est en train de nous couper la plupart des libertés, et qu'on soit citoyen, citoyenne, ou qu'on soit un ou une artiste, on a tous besoin de ça. Mais quand on est artiste et qu'on travaille sur la représentation du corps, il n'y a rien de plus terrible que de nous empêcher de montrer le corps. Et qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est hallucinant, tout le monde a un corps. Tout le monde sait ce qu'est un corps. Tout le monde a vu des seins, tout le monde a vu son sexe, le sexe de l'autre. On en voit sans arrêt dans l'Internet, on en voit dans les films et de partout. Et pourtant, il y a un diktat qui fait que c'est interdit de se montrer nu, de montrer un corps d'homme en train de bander. J'en sais quelque chose puisque j'ai exposé dans une exposition qui s'appelait Masculin, masculin, et qu'en fait, il y avait énormément d'hommes nus, mais en fait, le diktat était que c'était interdit de montrer un homme en train de bander. Alors, comme moi, dans mon tableau, il bande. En fait, le curateur du musée d'Orsay avait mis l'œuvre très très haut, et quand les censeurs passaient, qui disaient « Ah, non, celui-ci, non, vous nous l'enlevez, il bande ». Il disait « Ah non, il bande pas, c'est une question de perspective ». Donc, vous voyez, parfois, on peut quand même détourner, dérégler, s'en sortir, tordre dans le bon sens. Mais n'empêche que la pression sociale, culturelle, traditionnelle, religieuse, politique est terrible. Le corps est politique. Le privé est politique. Que ce soit dans le privé ou dans le public, tout ce qu'on fait et qui s'exprime par l'intermédiaire du corps est absolument politique, jugé, ou au contraire pousse les limites, ou encore rajoute des limites. Et des contraintes. Guillaume? Et des contraintes. Sur la censure ou l'autocensure. La question de l'autocensure, c'est vrai que là, moi, je suis entièrement d'accord avec ça. Et je dirais que l'autocensure, enfin, pas l'autocensure, la censure, elle se situe à différents niveaux, donc individuel, donc là, c'est l'autocensure, sociétale et même historique. Et je vais prendre l'exemple d'une discipline qui m'est chère, qui est les efforts extrêmes, donc les efforts d'ultra-endurance. Donc tout le monde a peut-être pas ça en tête. Typiquement, une course que vous avez citée en introduction, c'est l'Ultra-Trail du Mont Blanc. Donc il s'agit de courir 160 km de jour et de nuit dans la montagne en gravissant l'équivalent de l'Everest. Donc si je vous dis ça comme ça, vous allez me dire ça c'est vraiment réservé à des surhommes. Et en fait, pas du tout. C'est vraiment un exemple annexe ou des surfemmes.
Ouais, alors je vais venir. On va se détendre. L'écriture juste 2 minutes. inclusive, voilà, c'est homme, femme, vous dites à chaque fois tous, toutes, comme ça, ça passe. Ouais. Allez, Guillaume. Et donc, c'est dommage parce que j'allais citer un exemple qui est dans votre sens, du coup, je vais peut-être pas le faire. Je vais le garder pour moi. Ah non. Non, alors, donc, et en fait, moi, je crois exactement l'inverse. C'est-à-dire que je pense que absolument tout le monde, ou presque, à part peut-être des gens qui ont des conditions pathologiques particulières du type une neuropathie ou une myopathie, mais je pense que tout autant que vous êtes dans la salle, vous êtes capable, vous n'êtes peut-être pas convaincu, mais vous êtes capable de faire ça. Donc ça, c'est de l'autocensure. Et c'est particulièrement vrai pour les femmes, à mon avis, qui effectivement... Alors, il se trouve que quand vous prenez le pourcentage de femmes au départ de ces courses-là, je ne sais pas si vous avez un ordre d'idée. Je vous pose la question. À votre avis, combien de femmes sont au départ d'une course comme l'Ultra Trail du Mont Blanc dont je viens de parler? 30%. J'imagine. Hein. Voilà. On est en Mais dessous, vous savez, les femmes, elles gardent les enfants. On est en dessous. Voilà. Et exactement. Ouais, exactement. Mais vous avez raison. Non, exactement. C'est On pour ça en que est je parlais de plus là, censure quand même. sociétale. On en est là. Non, mais c'est Quand ça. vous voyez que les femmes des gilets jaunes J'étais juste en train de parler, mais c'est pas grave. Et donc, il y a combien de pourcents au départ? Fait chaud. Merci. Donc, on est en dessous de 10%, effectivement. Et donc, la question, c'est pourquoi? Parce qu'on peut quand même se poser la question. Moi, j'essaye d'être un petit peu scientifique et je me dis peut-être qu'effectivement, elles sont pas capables de le faire. Et quand on regarde les données scientifiques, c'est absolument faux. Non seulement elles sont autant capables que les hommes de courir des distances longues, mais peut-être même un petit peu plus. On hésite entre les deux possibilités. Donc, si elles le font pas, il y a un peu d'autocensure, à mon avis, psychologiquement, peut-être encore plus que les hommes. Je suis pas capable de le faire. Et puis, il y a effectivement la censure sociétale. Effectivement, les femmes, elles ont globalement un emploi du temps qui est un petit peu plus compliqué. Et puis, quand je disais censure historique, je sais pas si le mot est bien choisi, mais globalement, si ça vous paraît extraordinairement difficile de faire une épreuve comme ça, je suis pas sûr que vos ancêtres, ils auraient eu exactement le même avec vous. C'est-à-dire qu'on est en train globalement de devenir mou du genou et ça nous paraît hyper compliqué. Il y a quelques milliers d'années, sans doute qu'à nos ancêtres, ça leur aurait paru beaucoup moins compliqué. Bon, ça fait une bonne heure, je pense qu'on discute. Là, j'ai une question à vous poser à chacun, assez rapidement, et puis ensuite on pourra peut-être ouvrir les questions au public. Quelle est la limite que vous avez rencontrée dans votre propre corps? Ça, je vous l'ai pas dit en loge autour de la bière, parce que sinon il n'y avait pas de spontanéité, vous voyez. Barbara ou Thierry, peut-être dans les compétitions mondiales, internationales, olympiques. Alors moi, je vais vous raconter un truc qui n'a rien à voir. Allez-y. C'est l'objet de ma question. Pardon, je vais parler 2 minutes de moi. Moi, la limite que j'ai trouvée dans mon corps, c'est il y a 6 ans. Ça a commencé à me gratter la main et puis le torse. Et puis, je me suis retrouvé, on m'a envoyé passer un scanner. Ils m'ont trouvé une boule dans la moelle épinière, au milieu de la moelle épinière. Donc, donc on m'a envoyé voir le mec qui était le taulier du truc. Et ils m'ont ouvert la moelle pendant 6 heures et ils m'ont enlevé le truc, qui était une tumeur bénigne, mais qui était amenée à grossir. Et donc, j'allais devenir tétraplégique, enfin, la totale, et étouffement, tout ça. Et donc, je réponds à votre question. La limite que j'ai connue, c'est quand je me suis réveillé de l'opération, je ne savais plus marcher. Je ne savais plus marcher. J'étais dans le lit, et le mec qui m'a opéré, le professeur Parker, il est venu, il m'a levé, et je suis allé au fauteuil, là, j'ai fait 4 pas. Je suis revenu, je me suis recouché, le lendemain, j'en ai fait 8, et 10, et 12. Et donc, voilà, la limite du corps qui n'a rien à voir avec la compétition que j'ai pu faire, enfin, qui n'a rien à voir avec le judo, c'est un truc qui a 10 cas par an. Et je me suis retrouvé avec un corps qui me servait plus et qui savait plus rien faire. Et donc, j'ai dû tout réapprendre. Alors, ça va assez vite, hein, bien évidemment, j'étais en centre et tout ça pendant 3 mois. Mais voilà, c'était une expérience de vie absolument incroyable parce que quand on vous annonce que vous savez pas, vous avez ça, vous êtes comme ça. Et voilà, c'était un moment de vie dingue. Et en même temps, là, il y a je reviens aux sportifs de haut niveau. Moi, j'étais très heureux d'être un sportif de haut niveau parce que j'ai affronté ça, j'ai affronté mon corps. Et aujourd'hui, je suis j'ai encore des parasthésies et tout ça. J'ai le sentiment souvent d'être dans un tube. Mais j'ai affronté ça comme un combat et je me suis battu, quoi. Je me suis battu avec moi-même et j'ai remarché. Et même s'il y a des douleurs, je passe au-dessus, j'en ai rien à foutre et je vis et je vis avec mon corps et voilà, c'est ça ma limite. Voilà. Merci.
Merci Thierry. Peut-être une ou deux réponses, si vous avez une idée. Hein, pas... Ah, moi, j'ai pas de limite, je suis un surhomme. Ouais, d'accord, c'est ça. Vous allez vous en prendre une. Vous allez vous prendre un taquet, je pourrais rien faire après. Je pourrais plus modérer, moi. Là, je pourrais quand même pas Elle dire va que je vous suis une faire surfemme, bam, quand même. comme Là, Ça, on n'en sait rien. Vous savez, la bioéthique... Moi, je dis, un surêtre humain. Moi, je dis, je suis un femme et une homme. Voilà, très bien. Ça met tout le monde d'accord. Et techniquement, scientifiquement, c'est prouvable. J'ai pas ma limite, moi, c'est que les journées font 24 heures. D'accord, c'est le moi, temps. ma limite. Alors, Ouais, la c'est le limite du corps, c'est le temps. Orlan? Moi, je pense que c'est les autres et le regard des autres. Hein. Ouais, c'est une bonne limite aussi. Donc, c'est très différent d'un pays à l'autre. Je sais que si j'ai beaucoup habité aux États-Unis, toutes les 2 minutes, on me disait wonderful air, beautiful style, génial, amazing, etc. dans la rue. Et ici, la plupart du temps, c'est le contraire. Ouais. Qu'est-ce que tu t'es fait? T'as vu à quoi tu ressembles, connasse? Bon, à ton âge, faire des trucs pareils. Enfin bon. J'ai tout c'est pas carnaval, enfin bon, etc. Donc c'est très très difficile dès ce qu'on veut s'inventer soi-même, se structurer soi-même, sortir des rangs. Tout de suite, on essaye de vous y faire entrer. Un exemple qui n'est pas mon corps, mais qui est le corps de mes lettres. Je me suis pas présenté, excusez-moi. Je m'appelle Orlan, entre autres, et dans la mesure du possible. Et mon nom s'écrit chaque lettre en majuscule. Eh bien, vous savez, vous avez peut-être regardé, sur Wikipédia, ils disent Orlan s'écrit en majuscule, mais ils me l'écrivent en minuscule. Donc, il y a toujours, on essaye toujours de vous faire entrer dans les rangs, de vous faire entrer dans la ligne, de vous rendre impossible la moindre des choses. Non, c'est impossible. Impossible. J'ai tout essayé. Si vous y arrivez pour moi, je vous remercie. C'est impossible. Donc ils disent nous on a un code qui est comme ça et c'est comme ça et pas autrement. Donc c'est souvent la réponse extérieure à toute singularité. Dès que tout à coup avec votre corps et il y a vraiment, je prends un exemple. J'ai travaillé par exemple sur les africaines et les photos ethnographiques africaines. J'ai fait des œuvres donc en noir et blanc et il y a en particulier une femme qui est absolument extraordinaire, qui est une photo ethnographique d'une femme qui a des énormes labrets comme ça dans la lèvre. Et elle a l'air mais tellement heureuse, tellement sûre de sa séduction, tellement forte et tellement souriante. Elle est extraordinaire parce que effectivement, dans son milieu, dans sa tribu, à cette époque-là, géographiquement, eh bien, pour faire bander les mecs, il fallait avoir le plus grand labret. Et elle l'avait. Donc tout allait bien, il n'y avait pas de problème. Mais si aujourd'hui, vous vous faites poser un labret, eh bien c'est sûr qu'on vous considérera absolument comme un monstre, absolument imbaisable. Donc, voyez combien l'idéologie dominante, et particulièrement par rapport à la beauté, effectivement, est une question d'idéologie dominante à tel endroit, à tel moment dans une certaine histoire. Donc, les corps ont beaucoup changé, par exemple. On nous propose sur les podiums des femmes extrêmement maigres à qui on demande surtout d'être anorexiques, très jeunes, et il n'y a pas d'autre solution pour être mannequin. Il faut être comme ça. Alors, parfois, on fait quelques exceptions, mais c'est juste pour revenir très très vite à cet endroit. Donc, effectivement, toutes les femmes qui n'ont pas la même ligne, eh bien, sont humiliées et sont éjectées. Elles font plus partie de cette communauté des belles. D'ailleurs, je voudrais vous demander, si vous voulez bien, alors, les gens qui se sentent beaux ou belles se mettent à droite, et les gens qui se sentent laids ou laides, à gauche. Vous pouvez lever la main, sinon c'est plus simple. Non, mais ma gauche est leur droite, donc tout va bien. Donc, vous voyez, alors on peut essayer, hein, si vous voulez. Est-ce qu'il y en a qui se sentent beaux? Vous levez la main, ça va être compliqué, Roland, quand même, pour faire bouger toute la salle. Ah, mais c'est le mouvement qui était intéressant, parce qu'il y a un mouvement du corps. Ah oui. On va faire une performance. Peut-être. Comment? Vous voulez vraiment qu'on fasse ça? Non, on va faire ça. Bah, ça aurait été amusant, faut pas me casser la baraque. Non, mais restez à votre place, tranquille, vous inquiétez pas. Simplement, posez-vous la question, c'est déjà pas mal. Ah oui, d'abord, les blondes d'un côté, les brunes de l'autre, hein, parce que quand même, les blondes, ça marche plus. Hein. Barbara, juste un dernier mot.
avant d'ouvrir les questions? Non? Ou ça va? Non? Non, c'est Oui. une grande question à laquelle mais j'aurais envie de dire les hormones. Les hormones? Oui, parce que les hormones... Qui a dit tout à fait? Ah, surtout quand ils nous dominent et il y en a marre. Bien, merci beaucoup. On aurait pu parler bien sûr d'esthétique, de bioéthique, de PMA, de GPA, d'invisibilisation du corps aussi. J'avais encore plein de questions à poser, mais parlons de tout. En tout cas, je crois qu'on a abordé quand même plusieurs domaines de manière assez profonde, donc c'est plutôt chouette. Si vous avez des questions, on a une bonne vingtaine de minutes, donc vraiment n'hésitez pas avec grand plaisir. C'est aussi ça la force d'une table ronde. Sinon, on va tous vous mettre à droite et à gauche. Vous comprenez ?